Bonsoir et bienvenue à Mise à jour. Depuis le début de la saison, on se penche sur comment la technologie influence notre quotidien. Mais ce soir, on s'attaque à un gros sujet qui nous touche tous, peu importe notre âge, peu importe notre région et qui peut nous inquiéter, la santé. La technologie a profondément transformé notre façon de soigner, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, de la télémédecine et des appareils technologiques. Frédéric, Félix, content de vous voir ce soir. Le plaisir partagé. Hein? D'abord, Frédéric, en 2026, l'accès aux soins de santé est de plus en plus via la technologie, mais ça ne rend pas nécessairement la vie plus facile pour tout le monde. Ce qui est simple et confortable pour certains, ça peut devenir un obstacle majeur pour d'autres. On pense notamment aux personnes en situation d'itinérance qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller consulter leur dossier numérique de santé. Et Félix, l'intelligence artificielle est au cœur des conversations technologiques, mais maintenant, elle s'immisce entre les médecins et les patients. Moins de paperasse, plus de consultations. L'intelligence artificielle commence à arriver dans les bureaux de nos médecins. Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que c'est efficace? On explore l'IA en santé. Très hâte de vous entendre là-dessus, messieurs. On s'en reparle un petit peu plus tard. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, allons voir ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'actualité. Les tensions au Moyen-Orient se poursuivent. Encore dans les dernières heures, il y a eu d'autres frappes en Iran. Le détroit d'Ormuz, là où circule près du quart du pétrole consommé dans le monde, est maintenant fermé. Cette fermeture aura des impacts sur votre quotidien à la maison puisqu'il faut s'attendre à ce que le prix de l'essence bondisse dans les prochains jours. Le Canada a annoncé plus tôt aujourd'hui renforcer l'aide aux milliers de Canadiens qui se trouvent présentement au Moyen-Orient. Également, si vous avez un vol de prévu vers Tel Aviv ou Dubaï, sachez qu'Air Canada a annulé tous ses vols vers cette destination et ce jusqu'au 23 mars prochain. Et en terminant, Mark Carney poursuit sa visite de 4 jours en Inde. Les deux pays ont notamment conclu plusieurs accords, entre autres dans le secteur de la technologie. Le premier ministre canadien a également annoncé avoir invité son homologue indien à venir au Canada, signe que les relations entre les deux pays s'améliorent. Mais jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour rester jeune? Alors que certaines personnes vous répondront que les rides ne leur font pas peur, d'autres iront jusqu'à débourser des centaines, voire des milliers de dollars pour différents produits de beauté. Notre journaliste Élodie Drolet a fait l'essai de plusieurs technologies qui promettent une vie plus longue. Mais est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Comme moi, vous avez peut-être été inondé sur vos réseaux sociaux par toutes sortes de gadgets censés atténuer les signes du vieillissement ou vous permettre de vivre mieux et plus longtemps. OK, fait que première séance de luminothérapie aujourd'hui. La lumière rouge pourrait faire rajeunir la peau. Aujourd'hui, on parle enfin de la lumière rouge. Ça s'appelle le biohacking. Il n'y a pas de traduction exacte, mais mot à mot, on pourrait parler de biopiratage. Le biohacking désigne une pratique basée sur la science qui vise à apporter des petits changements stratégiques dans son quotidien pour améliorer les performances du corps, son apparence, sa longévité. Alors, est-ce que ça fonctionne vraiment? Je me suis donné 2 semaines pour l'essayer. J'ai finalement commandé 3 produits. Une lampe de luminothérapie qui est censée améliorer mon humeur en compensant le manque de lumière naturelle, un dispositif à lumière rouge qui promet de réduire les signes du vieillissement et le tapis de terre à terre. Lui doit reconnecter mon corps au sol afin d'améliorer le sommeil et réduire le stress. Je sens absolument rien en ce moment, même pas de vibration, fait que c'est difficile à croire que ça fonctionne. J'aimerais ça que ça fonctionne, là. J'ai comme une petite ridule ici. Je commence à aimer ça parce que j'ai l'impression que ça me crée une routine du matin. Dans les cliniques esthétiques, on retrouve plusieurs outils technologiques qui peuvent s'inscrire dans la définition du biohacking. Si on regarde les annonces de ces produits-là, par exemple sur Amazon, là, on voit souvent des avant-après, c'est exceptionnel. Je pense que c'est trop beau pour être vrai. Même en institut, là, avec nos technologies, rajeunir quelqu'un de 20 ans, c'est assez exceptionnel comme résultat. L'une d'elles, c'est le photorajeunissement. C'est ça, la fameuse machine. Oui, ça aide pour améliorer les signes de vieillesse comme les taches pigmentaires, rides, ridules. Ta clientèle, c'est qui? Et ma clientèle part vraiment de 25 ans à aller... Il y a des pas femmes de limite. Ou il y a des hommes aussi? C'est sûr que généralement, c'est des femmes. Pourquoi aussi jeunes, les femmes, on veut ce type de traitement-là? C'est comme l'âge pas mal de la génération qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis aussi, là, les signes de vieillissement, je pense que c'est quelque chose qui dérange de plus en plus. J'ai pas beaucoup de temps pour essayer ces produits-là. En 2 semaines, je risque pas d'avoir eu l'expérience complète. Alors, c'était important pour moi de rencontrer des gens qui l'ont vraiment intégré à leur quotidien.
Ça fait déjà quelques mois que tu fais de la luminothérapie. Oui, Tu ressentais des symptômes de dépression. la fatigue, un peu l'humeur morose, ça a de la misère à sortir de mon lit. Puis là, est-ce que tu as remarqué des effets déjà? Est-ce que ça fonctionne? Oui, je veux dire, j'ai vraiment plus de facilité à m'endormir le soir. C'est là que ça apparaît énormément. Puis ça, je pense aussi que ça crée une routine. Sur la vingtaine de professionnels de la santé que j'ai sollicités, il n'y en a qu'un seul qui a accepté de me donner son avis sur ces produits-là. Les autres ont préféré décliner par manque de renseignements à ce sujet. J'aimerais ça savoir, vous pensez quoi de ça ici? Donc, pour que ce soit prouvé, il faut qu'on ait fait des études pour démontrer une différence. Fait que beaucoup de produits qui apparaissent sur le marché, mais que dans le fond, il n'y a pas de valeur scientifique. Maintenant, si je vous parle de luminothérapie, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez prescrire à vos patients? Bon, il y a des patients qui utilisent ça. Il y a des études qui peuvent démontrer qu'il y a une certaine efficacité. On n'en fait pas nécessairement la prescription. En terminant, j'aimerais savoir, vous pensez quoi de ça ici? C'est un tapis de terre à terre. Je pense que c'est des produits, surtout avec des effets placebo. Je ne pense pas qu'il y ait d'études scientifiques qui démontrent une efficacité. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que si c'est trop beau pour être vrai, bien, ça l'est probablement. Encore une fois, avant de dépenser des centaines de dollars sur des produits de beauté, c'est important de se renseigner. Cela dit, si les signes du vieillissement vous préoccupent, bien, c'est vrai qu'il y a certains petits gestes au quotidien qui peuvent faire une différence. Ça, cependant, c'est limite. Et puis, est-ce que vous trouvez que j'ai rajeuni? Un petit peu. Non, pour vrai, je peux maintenant vous faire un compte-rendu de ces produits-là que j'ai utilisés pendant 2 semaines. La lumière rouge, j'ai pas vu de grande différence avant-après, mais en même temps, je l'ai pas utilisé très longtemps, donc il faut laisser le bénéfice du doute à ce produit-là. Le tapis de terre à terre, bon, honnêtement, je n'y ai jamais vraiment cru, donc je peux pas dire que ça a fonctionné pour moi. Et en terminant, la luminothérapie, ça, c'est quelque chose que je pourrais me voir intégrer à ma routine matinale. Je me suis sentie plus réveillée le matin. Probablement un effet placebo, mais quand même. Pour vrai, ton expérience me fait penser à celle de Brian Johnson, Américain de 48 ans. Il est reconnu comme étant le roi du biohacking à travers le monde. Ça, c'est lui avant les expériences et ça, c'est lui après. Il va intégrer à sa routine, manger très peu de calories par jour, des transfusions de plasma de son propre fils et il va utiliser également la lumière rouge comme tu l'as fait. Il faut quand même que je te coupe là-dessus. Ça reste un millionnaire qui dépense des milliers de dollars dans sa santé. Donc, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et il n'y a pas de consensus scientifique non plus. Là, on ne sait pas si ça fonctionne pour vrai ou si c'est juste de la poudre aux yeux. Et si vous avez manqué le reportage de notre journaliste Élodie, vous pouvez l'écouter en rattrapage sur notre site web lamisajour.ca. Dans les dernières années, le Québec vit un virage numérique important. Plusieurs plateformes nous permettent d'accéder à des ressources directement depuis le confort de notre salon, notamment dans le milieu de la santé avec Clic Santé. Mais Frédéric, encore aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui a accès à ces services-là et ça peut poser un réel problème. Et tu fais bien de le mentionner parce qu'encore en 2026, c'est pas tout le monde qui a accès aux plateformes numériques de santé. On pense aux personnes en situation d'itinérance, les foyers à faible revenu, les personnes âgées qui n'ont pas nécessairement les connaissances pour aller naviguer sur le labyrinthe qui est Internet. Et si tu n'as pas accès à ces plateformes-là, bien, tu peux pas consulter ton dossier en ligne, tu peux pas avoir des rencontres en télémédecine. Ça crée un réel problème, ça vient leur mettre une barrière. Et on se dit, c'est une petite partie de la population et c'est là qu'on a tort parce que selon les dernières statistiques du Centre de recherche sur les médias, il y a 14 % des Québécois qui n'avaient pas de téléphone, un Québécois sur 4 qui n'avait pas d'ordinateur et près de 9 % des foyers qui n'avaient tout simplement pas accès à Internet. Mais est-ce que Santé Québec fait quelque chose pour ça? Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont mises en place? En ce moment, il y a encore certains CLSC ainsi que des hôpitaux qui vont toujours offrir la possibilité de prendre des rendez-vous en personne ainsi que par téléphone, mais c'est juste certains points de service. Il y a également le 811, le numéro, la ligne d'appel, qui va encore desservir, sauf que c'est seulement 1300 infirmiers et infirmières sur l'entièreté du territoire québécois. C'est très peu et ça va créer des délais d'attente de 45 minutes environ par appel. Tu parles du 811. J'ai vu qu'il y avait une intelligence artificielle qui permettrait de réduire ce temps d'attente-là. L'intelligence artificielle que tu nous parles, elle s'appelle Bonds AI. Elle a été créée pour justement venir un peu appuyer le 811 à cause de tous les délais que ça peut créer. Puis je peux comprendre, l'intelligence artificielle, la santé, ça peut créer certaines angoisses, même que vous êtes 5 fois plus susceptible de vous faire donner un faux diagnostic que si vous alliez directement voir un médecin.
Puis, la différence entre Gemini, ChatGPT et Bonds AI, c'est que les intelligences artificielles comme ChatGPT vont puiser leur base de données sur Internet, tandis que Bonds AI va directement récolter des millions de dossiers et va avoir été entraîné avec ces dossiers médicaux. Ça va être vérifié par des médecins ainsi que des infirmières pour s'assurer de la véracité des faits. Et pour finir, il y a également les organismes communautaires qui vont encore œuvrer dans le milieu des personnes en situation d'itinérance, vont leur prodiguer des soins et vont les accompagner avec la prise de rendez-vous. Mais les pays nordiques sont souvent cités en exemple, surtout dans le milieu de la santé. Qu'est-ce qu'ils font de différent de nous que nous, on ne fait pas encore? Si on prend par exemple la Finlande ainsi que le Danemark, ils vont avoir un virage numérique en santé comme nous, sauf qu'eux vont surtout miser sur l'accommodement humain, donc que ça ne crée pas une barrière. Si on prend l'exemple le plus simple possible, dans chaque municipalité des deux pays, il va y avoir des points de rencontre, comme les bibliothèques, pour justement s'assurer que tout le monde ait les bonnes informations. Clairement, la réalité n'est pas la même pour tout le monde, surtout depuis que la technologie s'immisce peu à peu dans le milieu de la santé. Merci beaucoup, Frédéric. C'était très intéressant. On continue de parler d'accessibilité aux soins de santé puisque c'est une partie de la mission du service de dépistage d'ITSS Prélib. D'ailleurs, c'est le premier au Canada à combiner plateforme en ligne, télémédecine et clinique d'autoprélèvement. On accueille ce soir Elisabeth Reil, infirmière clinicienne chez Prélib. Madame Reil, bonsoir. Bonsoir. On remarque une augmentation des cas d'infections transmissibles sexuellement et par le sang chez les jeunes. Expliquez-nous pourquoi, comment ça se passe ce phénomène-là? Est-ce que justement c'est parce qu'ils se font plus dépister ou au contraire c'est parce qu'ils ne se font pas assez dépister? C'est une excellente question. En fait, la hausse des remarqués des tests chez les jeunes est beaucoup liée avec le fait qu'ils viennent plus se faire dépister. Aussi qu'on rend ça accessible via nos plateformes. Donc, plus de dépistage donne plus de tests positifs. Donc là, clairement, on voit là l'importance d'aller se faire dépister, même quand on n'a pas nécessairement des symptômes. Justement, c'est à quel moment est-ce qu'on se dit, là, je dois aller me faire dépister? En fait, pour avoir une vie sexuelle épanouie et saine, on recommande le dépistage à toute personne qui a des relations sexuelles pour s'assurer que s'il y a infection, que ça soit pris en charge rapidement puis qu'on évite la propagation davantage. Justement, on parle d'une hausse en ce moment. De quelle infection transmissible sexuellement est le plus en hausse en ce moment? C'est une bonne question. Il y a eu beaucoup de hausses qui se sont vues à l'automne. Nous, c'est sûr qu'on est plus là pour donner l'accessibilité aux services aux gens qui en ont besoin, puis offrir la prise en charge si prise en charge il y a nécessaire. Est-ce qu'il y a une raison justement qui explique tout ça? Par rapport à la hausse des cas d'ITSS? Oui, parce que là, on parle des jeunes, mais il y a également tous les types d'âge. Est-ce que c'est seulement chez les jeunes en ce moment? C'est plus marqué chez les jeunes, mais tous les types d'âge, dès qu'on a des relations sexuelles, en fait, on se met à risque. Donc, c'est important de venir faire des dépistages périodiquement pour s'assurer qu'on garde une vie sexuelle saine. Est-ce qu'il y a des types d'ITSS qui sont plus sujets à d'être asymptomatiques ou est-ce que c'est tous les types qui peuvent l'être? Tous les types peuvent l'être. C'est sûr qu'on remarque plus des cas asymptomatiques pour ce qui est des cas de chlamydia et de gonorrhée, ce qui rend la hausse des dépistages, notamment. On en parlait en début d'entrevue. Prélib mise notamment sur des services en ligne. Vous faites également la prévention sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est cette façon de faire-là qui est, disons, plus technologique, qui incite plus les jeunes à se faire dépister? Potentiellement. C'est sûr que nous, on essaie de rendre notre service accessible à une majorité de personnes. On le sait, de nos jours, on est connectés. Donc, la façon qu'on a trouvée, c'est d'aller rejoindre les jeunes et toute personne qui voit passer nos services et qui peut en être intéressée directement via Internet, puis essayer de rendre ça le plus simple possible. Selon vous, qu'est-ce que le système de santé pourrait faire de plus, justement, pour que les gens aillent se faire dépister et qu'on voit une diminution de cette hausse-là? C'est encore une fois une excellente question. Je pense que de miser sur offrir les services, puis les corridors de services aux besoins, aux personnes, puis essayer de rendre le tout plus accessible, c'est vraiment la solution pour offrir un dépistage à tous. Donc, c'était Elisabeth Reil, infirmière clinicienne chez Prélib. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. C'est maintenant le moment de répondre à vos questions.
On ouvre le clavardage en direct et comme à chaque soir, vous pouvez nous écrire et notre collaborateur Félix répondra à toutes vos questions. Ce soir, on ouvre la discussion avec un témoignage qui nous a été raconté plus tôt cette semaine. C'est René de Sudbury, en Ontario, qui nous raconte que son médecin lui a demandé la permission pour utiliser l'intelligence artificielle pendant sa consultation. Et Félix, il aimerait savoir, est-ce que c'est une pratique qui est rendue courante? Bien, c'est pas encore en vigueur, mais c'est à l'essai un peu partout au Canada. J'ai d'ailleurs trouvé une statistique du Collège des médecins qui vous demandait à la maison si vous étiez à l'aise d'intégrer l'intelligence artificielle dans vos consultations chez le médecin. C'est 64 d'entre vous qui ont dit non, 27 qui ont dit oui et 9 disent être indécis. Ce qui est important de comprendre, René, c'est que c'est de 25 à 30 du temps des médecins qui est alloué à faire de la paperasse. Et c'est exactement là où l'intelligence artificielle va venir rentrer en jeu. Donc, avec le consentement du patient, l'intelligence artificielle va venir enregistrer, va venir transcrire, et va venir reformuler toute la conversation entre le médecin et le donc, ça va venir alléger grandement sa charge administrative et va pouvoir permettre au médecin de se concentrer davantage sur son patient. Quand je suis allé sur le terrain pour demander aux médecins qu'est-ce qu'ils en pensaient, ils m'ont dit qu'ils pouvaient sauver jusqu'à 2 heures par jour et en urgence, ils pouvaient voir jusqu'à 5 patients de plus par corps de travail. On a notre première question. C'est Patrick de la Ville de Québec qui nous demande quelles plateformes sont utilisées en ce moment. Actuellement, celle qui est le plus utilisée se nomme Plume AI. Donc, c'est une intelligence artificielle qui est québécoise qui entrepose ses données au Québec. Donc, ça a été créé par des médecins pour venir épauler tous les professionnels de la santé. Récemment, j'ai vu une plateforme qui va enregistrer les conversations entre le médecin et son patient, sauf pour le patient qu'il puisse le réécouter par après. Est-ce que c'est un peu la même chose que tu viens de nous dire? Bien, c'est exactement la même chose. Durant mes recherches, j'ai trouvé qu'on oublie 80 des informations que notre médecin nous dit pendant une conversation. Donc, Emilia va servir à ça, vulgariser et enregistrer pour que le patient puisse s'en souvenir. Donc, ça serait utile pour quelqu'un d'un peu perdu comme moi. Effectivement. On a une deuxième question, c'est Émilie de Montréal qui nous demande est-ce qu'on doit la craindre parce que ça reste quand même de notre santé qu'on parle? Bien, c'est une très bonne question, Émilie, parce que c'est sûr que quand on parle d'intelligence artificielle et de données personnelles, on se trouve toujours dans une zone grise. Par contre, Santé Québec nous rassure que le programme est encadré par des mesures de sécurité qui sont très strictes. Donc, tous les enregistrements vont venir s'effacer au bout d'une dizaine d'heures. Toutes les données sont cryptées, même si malheureusement, on n'est jamais à l'abri de cybercriminalité. Le plus important, Émilie, c'est que l'intelligence artificielle ne vient pas remplacer le médecin. Donc, c'est toujours le médecin et son jugement qui passent en premier. On a Joanne de Victoria qui nous demande est-ce que ça a déjà été utilisé dans d'autres domaines de la santé que dans les bureaux des médecins en consultation? Bien, Joanne, je me suis posé exactement la même question pendant que je faisais mes recherches. Et oui, ça a été utilisé surtout en imagerie médicale, donc tout ce qui est radiographie ou encore IRM. Donc, une intelligence artificielle, c'est capable d'entreposer une quantité astronomique de données. Donc, on va venir comparer l'imagerie médicale avec toutes les milliers de données dans l'intelligence artificielle et on va pouvoir repérer les anomalies beaucoup plus facilement et éviter les erreurs humaines. On a beaucoup de questions qui rentrent en ce moment. Là. Inquiétez-vous pas, notre collaborateur Félix va prendre le temps de faire une capsule web qui va être disponible après l'émission sur notre site Internet. Merci beaucoup, Félix. Merci à vous. Donc, merci d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. Pour voir ou revoir l'émission, rendez-vous sur lamiseajour.ca et on se retrouve demain pour une nouvelle mise à jour. Demain soir, il sera question de technologie et d'environnement. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram et TikTok pour suivre l'actualité technologique en temps réel.